Le personnage dans l'image devant vous s'appelle Mark. Depuis qu'il était petit, il rêvait de devenir un grand réalisateur de films à Hollywood, mais il savait que ses chances de réussite étaient très minces, car il vivait à Edmonton, au Canada, qui n'était pas encore connu pour son industrie cinématographique. Après avoir terminé ses études secondaires, Mark a fréquenté le Edmonton College of Art, d'où il a obtenu son diplôme en art de la radio et de la télévision en 2000. Malgré ses nombreux films réalisés après le collège, aucun d'entre eux n'a suscité beaucoup d'intérêt, sauf auprès de sa famille et de ses amis. Il était évident que sa carrière dans l'industrie cinématographique était vouée à l'échec. En 2007, cependant, Mark a eu une percée majeure. Étant un grand fan de la saga Star Wars, cette année-là, il a décidé d'écrire un scénario sur les événements précédant l'histoire originale de Star Wars. Après avoir achevé le scénario, il l'a montré à ses collègues qui ont été immédiatement impressionnés par le travail et lui ont conseillé de le transformer en film. Mark était surpris par leur réaction mais a décidé de produire le film lui-même. Il a commencé à envoyer son scénario à des acteurs pour voir s'ils étaient intéressés par les rôles. Étonnamment, l'un des acteurs originaux de Star Wars, Jeremy Bulloch, a lu le scénario, l'a apprécié et a accepté de jouer dans le film de Mark. Ce projet passionné est devenu un énorme succès pour Mark. Bien que le film ait réalisé un succès modéré, il n'a pas propulsé Mark au statut de célébrité à Hollywood, mais il est devenu connu comme un excellent réalisateur. Mark a réalisé que s'il réalisait des films sur des sujets qui lui tenaient à cœur, il avait de grandes chances de réussir dans l'industrie cinématographique. En 2008, environ un an après la sortie de son film Star Wars inspiré des fans, Mark a décidé de lancer un nouveau projet sur une autre saga qui le passionnait, Dexter. Pour ceux qui ne connaissent pas Dexter, c'est une série télévisée célèbre sur un tueur en série fictif du nom de Dexter, qui attire ses victimes dans une petite pièce qu'il appelle la chambre de la traite. Les murs, le plafond et le sol de cette chambre sont entièrement recouverts de plastique pour éviter toute trace de sang. Il tue généralement ses victimes avec un couteau, puis les découpe et place leur corps dans des sacs en plastique, qu'il jette ensuite dans l'océan après avoir nettoyé la scène de crime. Mark était très obsédé par ce programme et a trouvé l'inspiration pour son prochain film sur un tueur en série, mais il voulait que l'histoire soit basée sur des événements réels, pas fictifs comme dans Dexter. Pendant ce temps, il y avait un tueur en série non identifié dans la ville d'Edmonton, au Canada, qui terrorisait les habitants. Mark a décidé que ce tueur serait la star de son film. Mark a passé des semaines à rechercher des informations sur ce tueur en série et ses victimes, et a créé un calendrier chronologique des événements de l'affaire. Après avoir rassemblé toutes les informations qu'il pensait pouvoir utiliser dans l'affaire, il a utilisé cette recherche pour créer une sorte de brouillon sur Internet, composé de 42 pages. Cependant, pour une raison inconnue, tout le contenu de ce brouillon a fuité, et il était si choquant et controversé que la police d'Edmonton l'a finalement récupéré. Lorsque la police a lu le contenu du brouillon, ils ont réalisé qu'il était confronté à un gros problème. Ils ont contacté Mark et lui ont dit qu'il était impossible de transformer ce scénario en film, quelles que soient les circonstances. Ensuite, la police a complètement effacé le scénario de la surface de la Terre. Aujourd'hui, si vous recherchez sur Internet le scénario de Mark, vous ne trouverez pas la version originale de 42 pages, mais seulement une version censurée qui ne contient pas tous les détails. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire controversée que Mark a écrite sur le tueur en série d'Edmonton, une histoire basée sur des événements réels avec de vrais noms de victimes et d'autres informations. Le 1er octobre 2008, un agent de sécurité du casino nommé Gilles Détroit, âgé de 26 ans, vivant seul à Edmonton, a eu sa vie bouleversée. Quelques mois auparavant, sa femme lui avait annoncé qu'elle ne l'aimait plus et qu'elle le quittait. Gilles aimait profondément sa femme, et cette nouvelle avait brisé son cœur, le plongeant dans une profonde dépression. Après avoir été laissé par sa femme, Gilles a essayé de se distraire et de surmonter sa douleur, mais il avait rarement du succès. Il se sentait souvent seul et triste. Cependant, le 3 octobre, un vendredi, après être rentré du travail dans l'après-midi,
Gilles a décidé qu'il devait se reprendre en main et trouver une nouvelle compagne pour partager sa vie. Il s'est inscrit sur un site de rencontre et a créé un profil. Au début, il n'a trouvé personne qui correspondait à ses critères, mais ensuite, il a découvert le profil d'une femme nommée Shena qui vivait également à Edmonton. Elle avait l'air charmante et répondait à ce qu'il recherchait. Gilles lui a envoyé un message, et elle a répondu presque immédiatement. Pendant les 2 heures suivantes, ils ont discuté et appris à se connaître. À la fin, elle lui a proposé de se rencontrer le soir même pour dîner et regarder un film ensemble. Gilles était enchanté par cette proposition et a accepté. Lorsqu'il lui a demandé son adresse, elle a refusé de la lui donner, invoquant des raisons de sécurité liées au site de rencontre. Au lieu de lui donner son adresse, Shena lui a donné des indications plutôt vagues, comme se rendre à tel ou tel endroit près de chez elle, puis emprunter une série de routes spécifiques. Elle lui a ensuite dit qu'au lieu de se rendre à l'entrée principale de sa maison, il devait passer par un garage séparé et qu'elle ouvrirait la porte de ce garage pour lui. Elle a expliqué que c'était plus sûr ainsi. Bien que Gilles ait trouvé ce comportement un peu étrange, il a aussi réalisé qu'il était un étranger pour elle et que c'était leur première rencontre. Il ne pouvait pas lui reprocher d'être très prudente. Il a donc décidé que cela ne posait pas de problème et a suivi ses instructions. Après avoir pris une douche, s'être habillé et s'être préparé, Gilles est monté dans sa voiture et a commencé son trajet vers la maison de Shena. Environ 15 minutes après avoir suivi les indications qu'elle lui avait données, il est enfin arrivé sur place. L'endroit se trouvait en périphérie du quartier, et lorsqu'il s'est arrêté et a regardé à sa droite, il a vu 2 garages. Il était sûr que l'un d'eux était celui qu'elle avait mentionné, car l'un des garages était légèrement ouvert, exactement comme elle l'avait décrit. Bien qu'il ne soit pas complètement ouvert, il était assez pour qu'ils doivent se pencher pour entrer. En tout cas, il savait que c'était le garage de Shena. Il a donc garé sa voiture, en est sorti et a essayé de regarder la maison de Shena depuis l'arrière du garage pour voir si elle était à la porte arrière ou non. Mais le bâtiment du garage bloquait la vue, il ne pouvait donc pas voir sa maison. Quoi qu'il en soit, il a décidé que ce n'était pas un problème et est entré dans le garage pour se rendre à la porte arrière et sortir par là. Gilles s'est penché et est entré. Lorsqu'il est entré, la pièce était complètement sombre, sans aucune lumière, mais il y avait une légère lueur provenant de l'ouverture de la porte. Il n'a rien trouvé d'intéressant dans la pièce, mais tout était recouvert de plastique, les murs, le sol et le plafond. Gilles n'était pas très intéressé et a continué à marcher jusqu'à ce qu'il arrive à la porte qui donnait sur la cour arrière de la maison de Shena. Lorsqu'il a saisi la poignée de la porte pour l'ouvrir, il a ressenti une douleur intense dans le dos. Il a regardé par-dessus son épaule et a vu un homme immense portant un masque de hockey noir et doré derrière lui. Gilles a essayé de s'échapper, mais l'homme l'a attrapé et l'a frappé avec une sorte de tige électrique, provoquant une douleur intense. Gilles est tombé au sol et l'homme a retiré la barre de son estomac. Il a ensuite reçu une décharge électrique intense qui l'a fait tomber par terre. Après cela, l'homme a retiré la barre de son estomac. Gilles a essayé de se reprendre et de s'échapper du garage, mais il est resté figé sur place lorsqu'il a vu l'homme immense debout entre lui et la porte du garage légèrement ouverte. L'homme portait un masque de hockey et tenait un pistolet pointé sur Gilles. Il a ordonné à Gilles de se coucher par terre et de mettre son visage contre le sol. À ce moment-là, Gilles a réalisé qu'il allait mourir ici. Il savait qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais s'il devait mourir, il voulait le faire selon ses propres conditions. Il a pris une profonde inspiration et s'est relevé, arrachant le bandeau de ses yeux. Il a regardé l'homme masqué et lui a dit qu'il ne mourrait pas de cette manière. L'homme masqué a été surpris par la réaction de Gilles mais a commencé à pointer son arme sur lui pour tirer, mais Gilles s'est approché rapidement, a saisi le pistolet et s'est détourné. C'est à ce moment-là que Gilles a réalisé que le pistolet n'était en fait pas réel, mais un jouet en plastique. Se sentant soulagé, il a saisi la main de l'homme masqué et a essayé de lui donner un coup de pied, mais l'homme était beaucoup plus fort que lui. L'homme a frappé Gilles à la tête avec force, le faisant tomber au sol, et a commencé à le frapper à la tête avec force. Mais l'adrénaline était tellement élevée que Gilles ne ressentait pas la douleur. Tout ce à quoi il pensait alors qu'il était battu,
c'était de trouver un moyen de s'enfuir. Et la chose surprenante, malgré toutes les raclées qu'il subissait, il a réussi à s'éloigner de l'homme. Mais quand il a commencé à courir vers la porte du garage, l'homme l'a attrapé par sa veste. Gilles a essayé de se retourner et de se débattre, mais l'homme a attrapé la doublure de sa veste et a commencé à le tirer vers lui. Finalement, il a réussi à sortir de sa veste et s'est accroupi sur le sol, se roulant hors du garage. Dès qu'il est sorti, il a senti qu'il ne pouvait pas tenir debout à cause de l'effet du coup qu'il a reçu dans le ventre depuis le début, qu'il n'avait pas ressenti au début à cause de l'adrénaline élevée. Cependant, il ne se sentait pas affaibli par le coup que lui a donné le mystérieux assaillant. L'homme masqué était toujours dans le garage, près de la porte. Il a tendu la main depuis le garage et a attrapé les jambes de Gilles, essayant de le ramener dans le garage. Gilles essayait de donner des coups de pied, mais l'homme masqué le retenait et le frappait plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se libère. Ensuite, Gilles a ressenti une nouvelle montée d'adrénaline et a réussi à se lever sur ses pieds et à courir dans les rues du quartier, sans retourner à sa voiture tout de suite. Il courait, espérant trouver des gens ou un endroit bondé de monde, mais malheureusement, il a pu dépasser seulement quelques maisons avant de se fatiguer et de tomber au sol à l'intersection. Il espérait que quelqu'un passe à cette intersection pour le voir, mais quand il a regardé derrière lui, il a vu l'homme masqué qui l'avait attaqué dans la ruelle. L'homme masqué se dirigeait vers lui, mais Gilles était trop épuisé pour bouger. Heureusement, il a vu un couple marchant dans la rue où il se trouvait. Ils l'ont vu par terre et ont entendu ses appels à l'aide. Ils sont venus à son secours, et Gilles leur a indiqué l'homme masqué en leur demandant de l'aider. À leur grande surprise, l'homme masqué a subitement changé de comportement et a commencé à agir comme si de rien n'était. Il a même plaisanté avec Gilles et le couple, affirmant qu'il n'y avait aucun problème et qu'il attendrait Gilles dans le garage. Puis l'homme masqué s'est éloigné en direction du garage, laissant Gilles avec le couple. Cependant, le couple a décidé de partir, craignant que tout cela ne soit qu'une ruse pour les voler. Ils sont partis, laissant Gilles seul au milieu de l'intersection. Quand il a regardé dans la direction du garage, il a vu l'homme masqué entrer à l'intérieur, car la porte était partiellement ouverte. Gilles ne savait pas quoi faire. La seule chose à faire était de rejoindre sa voiture garée devant le garage et de s'échapper. Il a surveillé l'homme masqué pendant quelques instants pour s'assurer qu'il était toujours dans le garage, puis a pris une profonde inspiration et est monté dans sa voiture, s'enfuyant loin de cet endroit. Quand Gilles est rentré chez lui, il était évident qu'il était très choqué par l'incident terrifiant qui lui était arrivé. Il se sentait également embarrassé et honteux d'avoir été attaqué par un fou ou un déséquilibré dans le garage. Shena, la femme qu'il voulait rencontrer, s'est avérée être une illusion créée par l'homme masqué. Gilles était bouleversé par tout cela et n'avait aucune idée de pourquoi ce fou l'avait ciblé. Il a décidé de ne rien dire à personne sur ce qui s'était passé. Il n'a pas contacté la police, ni sa famille, ni ses amis. Il a décidé de mettre de côté cette expérience et de l'oublier. Cependant, une semaine plus tard, le 8 octobre, un autre homme, Johnny, de la même ville d'Edmonton, âgé de 30 ans, était également sur le même site de rencontre que Gilles. Johnny travaillait dans une société de gaz et de pétrole, mais il détestait son travail. Il passait beaucoup de temps sur son PC à jouer ou à faire du vélo. Johnny avait de nombreux amis proches, mais il avait du mal avec les relations amoureuses. Un après-midi, Johnny était comme Gilles, naviguant sur le site de rencontre pour trouver un partenaire. Il a vu le profil d'une jeune fille blonde du nom de Jane qui vivait également à Edmonton. Son profil l'a intrigué et il lui a immédiatement envoyé un message. Jane lui a rapidement répondu et ils ont commencé à se parler et à se connaître. Ils ont convenu de se rencontrer ce soir-là pour dîner et regarder un film ensemble. Cependant, lorsque Johnny a demandé à Jane son adresse, elle lui a dit qu'elle était méfiante et avait peur de lui donner son adresse exacte sur ce site de rencontre. Elle lui a envoyé à nouveau des indications étranges. Johnny a trouvé ces instructions étranges mais excitantes. Il était ravi de rencontrer Jane et n'était pas trop préoccupé par les détails. Il a répondu à Jane qu'il suivrait ses instructions et viendrait chez elle. Johnny s'est préparé, s'est parfumé et est sorti. Avant de partir,
il a envoyé les instructions étranges de Jane à l'un de ses amis les plus proches, en plaisantant, disant que si jamais il disparaissait ce soir-là, voici où il irait. Ensuite, Johnny est monté dans sa voiture et a suivi les instructions données par Jane. Quand Johnny est arrivé près du garage où il devait rencontrer Jane, il a remarqué que l'une des portes était partiellement ouverte et que les lumières à l'intérieur étaient allumées. Il s'est demandé pourquoi les lumières s'éteignaient quand il s'approchait de la porte. Peut-être que Jane ne voulait pas qu'il entre ou quelque chose comme ça. Cependant, il a décidé d'entrer et de dire bonjour à Jane de toute façon. Johnny est sorti de sa voiture et s'est approché de la porte du garage, mais les lumières se sont éteintes complètement cette fois. Il se demandait ce qui se passait, mais il a continué à marcher vers la porte. C'était comme si les lumières s'éteignaient spécifiquement pour l'empêcher d'entrer. Johnny a hésité un moment, se demandant si quelque chose n'allait pas. Pourtant, il a finalement décidé de continuer et d'entrer. Johnny est arrivé à la porte et s'est penché pour entrer, mais la pièce était totalement sombre. Malgré cela, il a salué en disant « Salut » ou « Bonjour ». Soudain, les lumières se sont allumées et Johnny a vu le garage avec une dalle, tout recouvert de sacs en plastique, le sol, les murs, le plafond, partout. Johnny n'a pas vu la fille, Jane, mais a vu un homme qui ne connaissait pas. Johnny regardait l'homme et l'homme le regardait en retour. Finalement, l'homme a parlé et s'est présenté comme Harry, un designer qui avait loué le garage à Jane, la propriétaire de la maison. Il a demandé à Johnny s'il était celui qu'il devait rencontrer et s'il pouvait partir et revenir dans 20 minutes, car Jane était en retard. Harry a offert de conduire Johnny chez Jane après leur rencontre. Johnny pensait que c'était étrange mais a accepté de revenir dans 20 minutes. Lorsqu'il est revenu, les lumières du garage étaient éteintes, et il était clair que Harry était parti. Johnny a réalisé que Jane ne serait probablement pas là non plus. Avant qu'il ne puisse partir, il a senti un coup sur la tête venant de derrière. Étourdi, il a instinctivement levé les mains pour se protéger. Quand il s'est tourné, il a vu l'ombre de l'homme qui lui avait parlé, Harry, tenant un tube métallique ou une batte. Effrayé, Johnny a crié à l'aide, mais Harry l'a frappé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol. Mais Johnny n'avait pas perdu connaissance, il essayait toujours de protéger sa tête des coups de Harry. Ce dernier, debout au-dessus de lui, lui disait qu'il lui donnerait de l'argent et tout ce qu'il voulait s'il le laissait partir sans rien dire à personne ou sans contacter la police. Harry a souri et s'est apprêté à frapper Johnny plus fort avec le tube métallique ou la batte, mais Johnny a saisi fermement le tube avec ses deux mains pour empêcher Harry de le frapper davantage. Harry, frustré, a décidé de mettre fin à la situation et a retiré une des mains de Johnny qui tenait le tube métallique, puis l'a mis dans sa poche. Ensuite, il a sorti un couteau de chasse et l'a approché du visage de Johnny. Johnny a été horrifié en voyant le couteau, et il a retiré sa main de la batte. Il a commencé à supplier Harry de le laisser partir, mais Harry a souri, a attrapé l'épaule de Johnny et lui a enfoncé le couteau dans le dos, le plongeant complètement. À ce moment-là, Johnny a crié à l'aide, désespéré d'obtenir de l'aide de la police ou de quiconque passait près de la maison. Ensuite, Harry a retiré le couteau et en a enfoncé un autre dans le côté de Johnny. À ce moment-là, Harry a levé les mains en signe de victoire et a regardé Johnny, qui se débattait encore, saignant abondamment. Finalement, Johnny a succombé à ses blessures, et Harry a commencé à découper son corps et à le mettre dans des sacs en plastique. Il a ensuite ramassé tous les sacs qui recouvraient les murs, le plafond et le sol pour se débarrasser de toutes les preuves, et a prévu de jeter les sacs dans des égouts proches. C'est là que l'histoire s'arrête, et on ne sait pas ce qui est arrivé à Harry ni ce qu'il a fait ensuite avec le corps de Johnny, car le scénariste, Mark, n'a jamais terminé l'écriture du scénario pour en faire un film. La police a découvert que le propriétaire du garage n'était pas la fille, Jane, mais un homme appelé Harry, qui avait tué Jill et Johnny dans le garage. C'est le même homme qui a envoyé à Johnny le message contenant les détails de l'adresse étrange. La police a suivi les instructions bizarres de ce message dès qu'ils ont été informés de la disparition de Johnny, et c'est ainsi qu'ils ont trouvé le garage et découvert que son propriétaire n'était pas une fille blonde nommée Jane. Cependant, le garage n'était pas du tout la propriété du designer nommé Harry.
Il appartenait en fait à un cinéaste en herbe nommé Mark Twitchell, le réalisateur. Mark était très coopératif avec la police et leur permettait de fouiller les lieux comme bon leur semblait. Il leur a même dit qu'il n'était pas le seul à utiliser ce garage. Cependant, lors de la perquisition de son ordinateur personnel par la police, ils ont découvert un document caché. Ce document était un texte de 42 pages qui présentait un problème majeur. Jill, la première victime du tueur en série d'Edmonton, avait réussi à tracer une ligne de peur et était allé à la police d'Edmonton pour tout lui dire. Il a écrit en détail ce qui s'était passé dans ce garage, mais il était tellement effrayé qu'il n'en avait parlé à personne d'autre qu'à la police. Cependant, étrangement, ce qui était écrit dans le texte de Mark le réalisateur correspondait exactement à ce qui était arrivé à Jill, à 100%, y compris tous les petits détails qui s'étaient produits dans le garage. La raison pour laquelle Mark avait toutes ces informations était qu'à l'origine, le réalisateur Mark était avec Jill dans le garage lorsque tout cela s'est produit, car le réalisateur Mark est en fait le tueur en série d'Edmonton. Mark le réalisateur était désespéré et voulait rendre le tueur de son film aussi habile dans la vie réelle que dans le film Dexter. Il voulait vraiment comprendre exactement ce que ressentait le tueur en attirant sa victime dans une chambre de tuerie et en les tuant juste pour pouvoir écrire un scénario précis dans son texte. Il pensait que cela ferait de son film le plus authentique et crédible de tous les temps. Ce film était censé être sa porte d'entrée à Hollywood une fois que Mark le réalisateur avait utilisé un faux profil de rencontre pour attirer Jill, l'avait attaqué et avait éprouvé les sensations qu'il avait écrites. Après cela, il avait attiré Johnny et avait réussi à le tuer et à s'en débarrasser. Tout cela était écrit dans son texte et il vivait littéralement son film, écrivant le scénario en même temps. Le titre qu'il avait choisi était SK, abréviation de Serial Killer Confession. Le scénario était une confession réelle d'un véritable tueur en série, et il était évident que Mark avait l'intention de poursuivre cette série de meurtres et de fusionner toutes ses expériences de meurtre dans le scénario. Finalement, la police a réalisé que le scénario qu'il avait écrit correspondait parfaitement à ce qui s'était passé grâce à la confession de Jill.